Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono. On se retrouve comme chaque jeudi en direct pour parler de l'actualité sportive vendéenne, mais aussi de ce qui va se passer ce week-end. Et à mes côtés, comme chaque jeudi, Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. On va parler notamment du dossier Vendée Football Club qui anime en ce moment le football vendéen. Vous avez été interrogé très gros dossier, plusieurs personnes qui sont concernées. On parlera également de rugby avec l'entretien que vous avez réalisé avec l'entraîneur du RC Sablé, Benjamin Chaume. Mais on va également parler durant cette émission de tennis de table avec nos trois invités du club de la Ferrière, l'US Ferrière Vendée de tennis de table. Trois invités. Alors de gauche à droite, nous avons Mathieu Perdriau. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Entraîneur et joueur dans l'équipe 1 qui évolue en National 2, messieurs, et qui va jouer un très gros match. Alors non pas ce week-end, mais le week-end suivant, le 4 mai, face à la Romagne, avec en jeu la première place du groupe et donc une montée. À vos côtés, Arthur Thomas, l'un des autres joueurs de cette équipe 1. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Et puis pour terminer, Stéphane Brochard. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Aurélien. Président du club, mais aussi toujours joueur dans l'équipe 3, qui elle aussi aura un match très important, mais là pour le maintien, donc également le 4 mai. Mais avant de parler tennis de table, on va revenir sur l'actu basket, puisque ce sont les playdowns en Ligue féminine. C'était la deuxième journée mardi soir, et après leur victoire face à Saint-Amand, les Tigresses de La Roche-sur-Yon se déplaçaient à Charleville-Mézières pour affronter les Flammes Carolo. Une partie très disputée, notamment en première mi-temps. Charleville vire en tête à l'issue du premier quart-temps, mais avec seulement 2 points d'avance, 24-22. Le deuxième quart-temps est tout aussi serré. Les Ardennaises accentuent très légèrement leur avance d'un petit point. Le score à la mi-temps est donc de 49-46. Dans le troisième quart-temps, Charleville fait toujours la course en tête. Troisième période remportée 18-13. Les Flammes mènent donc 67-59. Dans les 10 dernières minutes, ce sont les défenses qui prennent le dessus dans ce match. Les Lyonnaises comblent une partie de leur retard, mais pas suffisamment pour rejoindre les Flammes Carolo. Les 23 points inscrits par Tiffany Clark, meilleure marqueuse du match, n'auront pas suffi. Charleville s'impose sur le score de 77-72. On va regarder ce que ça donne au classement, avec Charleville qui est seul en tête avec 13 points. On trouve ensuite les trois autres équipes, La Roche, Saint-Amand et Landerneau à 11 points. On rappelle que le RVBC et Landerneau ont écopé d'un point de pénalité. Le prochain rendez-vous pour les Lyonnaises du RVBC sera très important, puisqu'elles se déplaceront à Landerneau, et ce sera jeudi de la semaine prochaine. Tennis de table, donc maintenant avec nos invités de l'US La Ferrière Vendée Tennis de table, avec notamment ce gros match dernière journée du championnat de France par équipe en National 2 messieurs, avec un déplacement à la Romagne. Alors on va tout de suite regarder le classement de la poule de La Ferrière, donc en National 2 messieurs, pour se rendre compte de l'importance de ce match, puisque donc la Romagne est leader avec seulement 1 point d'avance sur La Ferrière, et donc tout simplement en jeu la première place. Messieurs, on attend ce rendez-vous avec impatience. Comment on le prépare, comment on se sent, même si c'est encore loin, c'est dans une dizaine de jours. Mathieu. Bon, on le prépare plutôt sereinement. Faut se dire qu'il y a 1 an en arrière, à la même date, on préparait un match du maintien dans cette division. Donc là, c'était tendu. Là, on joue un match de montée, mais la pression, elle est absolument pas sur nous, parce que le premier objectif était le maintien, deuxième objectif, haut de tableau. Maintenant, le nouvel objectif, c'est la montée, mais pour eux, elle est primordiale. Pour nous, beaucoup moins. Donc, on le prépare sereinement, chacun s'entraîne un petit peu. On a eu une phase de repos aussi, parce qu'on a enchaîné pas mal de matchs. On a enchaîné 3 matchs en 10 jours, donc ça a été un peu compliqué. Donc voilà, tout le monde revient à l'entraînement et on le prépare tranquillement. Arthur, même question. Comment on voit cette rencontre, comment on l'appréhende ? On l'aborde avec un petit peu de sérénité. On a tous envie de bien faire pour ce match. C'est le dernier de la saison, on a envie de bien finir. On a fait une très belle phase, une très belle saison. Donc gagner le dernier match pour nous, ça serait incroyable. Puis ça serait la montée en N1, chose que toute l'équipe rêve, parce que Mathieu il l'a déjà vécu, mais nous on l'a pas vécu. Et à notre âge, arriver à ce niveau-là, ça serait incroyable. Surtout sur une équipe de la Romagne où on connaît très bien les joueurs. Et c'est un petit peu les voisins aussi, donc c'est parti, on est motivé, on s'entraîne, et voilà. Stéphane Brochard, donc vous regardez ça un peu plus loin, puisque vous jouez dans l'équipe 3, en National 3, avec un match pour le maintien, on y reviendra tout à l'heure. Mais quel regard vous portez sur la performance de l'équipe on avait mis des objectifs de haut de tableau au départ, c'est ce que disait Mathieu, donc on s'est dit, on prend les matchs au fur et à mesure, et puis on voyait qu'une victoire, 2 victoires, 3 victoires,
un match nul à un moment, on s'est dit bon, peut-être que voilà, ça peut peut-être se calmer à ce moment-là. Et puis ils ont repris les 2 derniers matchs sur des victoires, notamment sur le 3e, ce qui a fait que ça fait la différence. Et puis l'objectif était, on s'est dit voilà, on va jouer le dernier match sur la Romagne, le match de la montée, sans pression. On a mis en place un car pour aller pour les supporters, pour aller les supporter. Donc ça va être très sympa. Je pense qu'on va mettre un petit peu de pression sur la Romagne, même s'ils sont logiquement un petit peu au-dessus, mais on va leur mettre la pression. Arthur, vous avez vu réagir quand Stéphane Brocher a dit sans pression, c'est-à-dire qu'il y en aura quand même un petit peu? Il y en aura forcément le jour J, oui, mais pour l'instant on prépare le match sans pression, parce que nous on n'a rien à perdre du tout, c'est vraiment que du bonus dans notre saison. On sait que pour eux c'est important de remonter à ce niveau-là, mais pour nous c'est que du plaisir de jouer ce match-là, donc vraiment zéro pression pour le moment. Alors on rappelle que ce championnat se déroule en 2 phases. À l'issue de la première phase, donc dans la poule 7, vous avez terminé 6e sur 8, avec 2 victoires, 1 nul, 4 défaites. Et dans la deuxième phase, donc là vous êtes 2e avec 5 victoires, 1 nul. Qu'est-ce qui s'est passé là tout au long de la saison? Qu'est-ce qui a fait que l'équipe a autant progressé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense on s'est dit un petit peu les choses à mi-saison avec de vrais objectifs. Je pense qu'on s'est caché longuement sur le maintien, alors que toute l'équipe progresse énormément. Les gars, ils s'entraînent hyper bien toute la saison. Axel, il est en pleine progression. Axel Bossis. Arthur et Anatole, ils sont pareil encore en pleine progression. Donc on s'est dit, là, cette fois-ci, on veut vraiment jouer le haut de tableau. Et je pense que le fait de se le dire, on est arrivé avec un tout autre état d'esprit. Avant, on était là, ce match-là, ça va être important pour le maintien. Là, on s'est dit, tous les matchs sont importants. On y va tous les matchs pour gagner, quoi. Alors, on rappelle, les 2 autres membres de l'équipe, donc vous, Mathieu et Arthur, mais Axel Bossis, dont on reparlera un peu plus tard dans l'émission, puisque vous l'aviez rencontré il y a quelques semaines, Alexandre, et puis Anatole Merlet. Que dire, Arthur, sur cette équipe? Peut-être l'ambiance qui y règne entre vous 4? L'équipe, elle est formidable. C'est une très bonne équipe, on s'entend tous très bien. On joue très bien tous individuellement, mais je pense que ce qui fait notre force, c'est vraiment l'ambiance d'équipe qu'on a réussi à créer ensemble. Pour ça, on discute beaucoup ensemble, chose qu'on faisait peut-être pas forcément avant aussi. On essaye de prendre le temps de manger ensemble, sortir ensemble, et vraiment créer cette cohésion-là. Ce qui fait que le jour du match, on n'est pas chacun de notre côté, on est vraiment tous ensemble, soudés. Et puis on est là derrière les copains. Si moi je perds, je serai derrière le collègue qui joue. Et c'est les 4 joueurs qui font au final cet ensemble d'une équipe qui arrive à performer en cette deuxième phase. Et après, si par rapport à la première phase, ce que je peux rajouter, c'est que je pense qu'on calculait aussi un petit peu les matchs, alors que là on y va vraiment tête baissée, on joue tous les matchs à fond et c'est parti, rien ne nous arrête. Très bien, on va continuer à parler tennis de table et puis notamment aussi des autres équipes du club qui vont jouer des matchs à enjeu donc ce samedi 4 mai. Mais on va s'intéresser, Alexandre, au rendez-vous sportif du week-end. Et direction tout d'abord les terrains de football avec un double rendez-vous à l'extérieur. Encore 3 journées à disputer en National 2 et 3 matchs pour se maintenir en première position pour la Roche VF. Les Lyonnais leader se déplacent à Angoulême 4e. De son côté, le Vendée Les Herbiers Football sera à Saumur. Coup d'envoi à 19h30 demain soir vendredi. En National 3 rencontres sont cette fois programmées sur les pelouses vendéennes. La première d'entre elles, c'est un derby entre la Châtaigneraie et le Vendée Poire et Foot. Le premier veut valider son maintien, le second joue toujours le maintien. C'est l'inverse plutôt, le maintien pour le premier et la montée pour le deuxième. Le maintien se jouera aussi pour les Sables FCOC opposés à Saint-Philbert. Et puis enfin Chaland affrontera Vertou. Toutes ces rencontres de la 24e journée lancée samedi soir à 18h. Et puis on notera aussi le déplacement de Fontenay face à Saint-Nazaire. Un dernier mot de ballon rond pour cet agenda avec un tournoi féminin organisé du côté de Saint-Denis. La Chevasse, plusieurs équipes de Vendée s'y retrouvent à partir de 9h du matin samedi. Direction à présent les parquets de basket. Le Vendée Chaland Basket lance ses playoffs demain soir vendredi avec la réception de Chartres à 20h. Salle Michel Vrignot rencontre aller des 8e de finale pour les joueurs de Sébastien Lambert dans cette phase finale de N1. 2 échelons plus bas en National 3 masculin, une 26e et dernière journée. Pour encore rêver, ce sera le cas de Chalandry-et-Vie, dauphin de leur groupe. Les Vendéens peuvent encore croire à la montée. Cela passera au minimum par une victoire dimanche après-midi à 15h30 face à Équeurdreville. À domicile également, match sans enjeu pour l'entente des clubs de La Roche, déjà relégué, qui recevra Orléans. Chambretot accueillera Clisson et puis à l'extérieur, déplacement de Luçon-Saint-Gemme et de Salertaine respectivement face à Saint-Rogatien, Nantes et à Vitry.
En Rincoquet, à présent, place au choc de la 18e journée de N1 Elite. Samedi soir, la Vendéenne affronte Dinan-Kévert. Les joueurs de Max Alicru sont 3e à 6 points des Bretons qui occupent la 2e marche du podium. Coup d'envoi à 21h à l'Angelière. Et puis toujours en Rincoquet, la Vendéenne organise également ce week-end le tournoi Eugène Boucard. 12 équipes de U12 et U14 venues de toute la France se retrouvent à l'Angelière pour cette 28e édition tout le week-end. Et on termine cette première partie de l'agenda avec un mot de rugby. Place au final régional dimanche et ça se passera au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. 16 clubs finalistes se retrouvent pour ces finales hommes et femmes. Et d'autres rendez-vous à venir en fin d'émission, mais on va s'intéresser maintenant au football et au dossier chaud, au dossier brûlant dans le football vendéen, avec donc ce projet de création d'un Vendée Football Club par le club de la Roche VF et son président Christophe Chabot. Beaucoup de réactions, que ce soit dans les autres clubs ou au district. Et donc Alexandre va faire le point sur ce dossier, parce qu'il y a une réunion qui s'est déroulée ce mardi. Exactement, alors réunion voulue par La Roche VF et organisée mardi soir par le district de Vendée de football à la Maison des Sports de La Roche-sur-Yon. Il étaient conviés les 10 clubs de football vendéens de National 2, National 3 et Régional 1. Le club lyonnais y a présenté son projet de Vendée Football Club. Les formations réunies ont ainsi pu donner leur point de vue et de ce que l'on sait, c'est que le ton est parfois monté entre certains dirigeants et Christophe Chabot, le président de La Roche Vendée Football. Ce qui ne passe pas, c'est surtout le nom du Vendée Football Club. Alors c'est le plus gros point de discorde et selon nos informations, les clubs réunis mardi soir refusent à l'unanimité que le nom de marque Vendée ne soit accaparé par un seul acteur. Alors point réglementaire important, il faut savoir que selon les textes de la Fédération française de football, l'affiliation à la FFF peut être refusée si le nom est susceptible de créer une confusion avec une instance qui existe déjà, en l'occurrence ici le district de Vendée de football. C'est en tout cas la ligne de défense de son président Jean-Jacques Gazot. S'appeler Vendée Football Club, ça veut dire qu'on s'arroge le territoire. Or, il n'y a qu'une instance actuellement qui est légitime pour parler football sur le territoire, c'est le district de Vendée Football. Donc là, il y a un risque de confusion, effectivement, par rapport à ça. L'appellation de nom, elle est soumise à l'avis du district et de la Ligue. Donc, en l'état, sur l'appellation qui est proposée par le club, je ne validerai pas cette appellation. Je ne transigerai pas par rapport au mot Vendée. Il devrait être associé à soit à La Roche-sur-Yon, soit au Pays Lyonnais, enfin je ne sais pas, mais qu'il ne puisse pas s'arroger l'ensemble du territoire. Et moi, en tant que président de district, mon rôle, c'est de défendre effectivement l'unité du territoire, l'unité du football sur notre territoire. Il y a un projet, pour l'instant, il y a une opposition sur une appellation. Essayons de réfléchir. J'ai senti les clubs, ils se sont exprimés, ils ont dit à Christophe Chabot ce qu'ils pensaient de son attitude et de la forme qui a été utilisée. Mais j'ai pas senti d'opposition ferme à dire écoute, niet, nous on n'ira pas dans ce projet. J'ai senti une discussion. Et effectivement, ce qu'il ressort de cette entrevue de mardi soir, c'est que sur le fond, les clubs réunis ne sont pas opposés contre vents et marées à ce projet. En revanche, la très large majorité des dirigeants des 9 clubs présents ont surtout reproché au président Chabot la mauvaise méthode employée pour développer son projet, un passage en force, voire même une autoproclamation prétentieuse selon 2 responsables de clubs de N3 interrogés. On a bien compris qu'en tout cas l'appellation du néo-club lyonnais était au cœur des débats. Il faut savoir d'ailleurs que la veille de cette réunion, lundi soir, l'Assemblée générale du club de la Roche VF a voté à 80% en faveur de ce changement de nom. Pour l'heure, son président Christophe Chabot reste en tout cas sur la même ligne. Pas question de faire marche arrière, le nom Vendée restera. Nous, on avait déjà pris notre décision de ce changement de nom et le district de Vendée a pris de façon unilatérale une décision qui, à mon avis, ne lui appartient pas comme ça. Parce que le district de Vendée est l'organisateur du football vendéen, mais pas le décideur du football vendéen. C'est pas du tout le rôle d'un président de district de clouer au pilori un tel projet. On est dans notre droit. Le mot Vendée, il appartient à tout le monde. Comme on sait maintenant qu'on va avoir un contentieux, parce qu'on va rentrer en procès avec le district, on va sans doute modifier légèrement le nom de notre club pour préparer sa défense juridique, puisque le seul argument du président du district, c'est de dire on va confondre le Vendée Foot Club avec le district de Vendée de football. Et qui peut confondre le Vendée Foot Club avec le district de Vendée de football? Vous croyez que devant un tribunal, ça tient? Le problème, Morel, c'est pas qui va gagner ou qui va perdre. Le problème, c'est va-t-il y avoir un procès entre nous? Et si oui, c'est une catastrophe annoncée pour le football vendéen. Le paradoxe, c'est que c'est un projet qui a vocation à fédérer et qui, dans un premier temps, divise. Mais divise auprès de qui? Qui n'est pas d'accord? Les Herbiers, Fontenay, Chaland, les clubs qui sont en compétition avec nous. On est des concurrents, sportivement parlant. Jamais on est unis, jamais.
Le président du district dit il faut l'unité en Vendée. C'est quoi l'unité entre clubs qui sont en compétition? Il n'y a pas d'unité. Il n'y a jamais eu d'unité avec les Herbiers, entre les Herbiers et la Roche. Il n'y a jamais eu d'unité entre Fontenay et la Roche. Mais il n'y en a jamais eu non plus entre Fontenay et les Herbiers. Et voilà, on est en concurrence. On le sait, avec ce projet, le président de la Roche VF souhaite aussi changer le modèle économique du club, changement de statut et d'échelle aussi, l'objectif étant de passer d'une centaine de partenaires actuellement à près de 300 sous les couleurs du Vendée Football Club. Depuis le communiqué d'ailleurs paru il y a un mois annonçant le projet, le président explique avoir décroché 300 000 euros de partenaires et 200 000 euros de fonds propres supplémentaires. Face à la perspective en tout cas d'un futur mastodonte économique dans le monde du ballon rond vendéen, certains clubs expriment leur crainte de voir leur propre économie en pâtir. Le fond du projet n'est pas mauvais. Il y a forcément des choses à travailler. On est beaucoup de clubs à se battre au quotidien avec nos sponsors, avec nos partenaires plutôt. Je préfère parler de partenaires que de sponsors. Pour tenir un budget. Si le Vendée Football Club va chercher d'autres sponsors en Vendée, mais forcément, ils vont manger dans la gamelle des autres. Pour n'importe quelle boîte, le budget sponsoring, il n'est pas extensible. Et quand on donne plus à l'un, c'est forcément pour en enlever aux autres. Donc effectivement, on peut parfois être un peu inquiet. Ouais. Et cette inquiétude, elle est en tout cas jugée légitime par le président du district, Jean-Jacques Gazot. Alors maintenant, la suite, quelle est-elle? De son côté, Christophe Chabot poursuit son tour des clubs. Son objectif est de réunir 50 clubs vendéens à ses côtés dans ce Vendée Football Club. À l'heure actuelle, et sans les nommer, Christophe Chabot assure qu'ils sont déjà nombreux à l'avoir rejoint. Le club a en tout cas jusqu'au 1er juin pour déposer sa demande de changement de nom. Vous l'avez entendu, en tout cas en cas de refus, Christophe Chabot prépare déjà la suite et cela pourrait bien se terminer devant les tribunaux. On n'a pas fini en tout cas d'entendre parler de ce dossier Vendée Football Club à suivre, bien sûr. Alors il n'y a pas de projet de Vendée Tennis de Table Club, c'est plus serein à ce niveau-là. Mais donc on le rappelle, match très important le 4 mai à la Romagne, donc la Romagne-La Ferrière, donc pour jouer la première place et la montée en National 1, messieurs. Du côté de la National 3, donc avec l'équipe 3 dont vous faites partie, Stéphane Brochard, là aussi match très important puisque vous êtes actuellement 6e avec 2 victoires, 1 nul et 3 défaites, à 1 point de Paris 20 qui est 5e, et justement vous allez recevoir Paris 20 le 4 mai, donc la mission maintien sur ce dernier match. Exactement, sur le dernier match, oui, voilà, c'est le match du maintien. On a le droit quand même à faire un match nul, on a toujours une réserve, mais il vaudrait mieux gagner quand même pour être sûr de se maintenir, en sachant que ceux qui sont derrière, s'ils gagnent et nous on perd, forcément on est sur la descente. Donc forcément ça va être assez compliqué. On ne sait pas si les équipes seront complètes, on ne sait pas trop comment ça va se passer, comme c'est le dernier match, en sachant que Paris 20 est déjà maintenu. Donc voilà, on va essayer de tout donner, on va faire le maximum pour se maintenir. Parce que c'est vrai que moi ça fait 35 ans que je joue en national et j'ai pas envie de descendre beaucoup plus. Donc voilà, puis on a intégré des jeunes voilà, dans cette équipe. On est 2, moi et puis Dimitri, couturier, l'autre éducateur de la Ferrière, et on a pris 2 jeunes avec nous. Donc ils n'ont pas encore pris tout l'enjeu de la nationale, mais ça va venir, ils s'entraînent bien avec nous, ils s'entraînent avec la nationale 2, donc tout le monde s'entraîne ensemble, donc je pense que ça va être positif là-dessus. Sachant qu'il y a l'équipe 2 également qui est en national 3 et qui est déjà maintenue, 4e place avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Voilà, 3 équipes niveau national. Vous le disiez, il y a 2 éducateurs maintenant à temps plein au club. Voilà, ce club de la Ferrière qui depuis quelques années est devenu le club numéro 1 de tennis de table en Vendée. En regardant un peu en arrière, comment vous voyez ça, comment vous analysez ça, le travail qui a été fait? Moi je trouve ça impressionnant. Enfin, moi je suis dans le club depuis, même si j'ai quitté 3 ou 4 ans, je suis dans le club depuis presque 40 ans, 45 ans. Donc forcément j'ai vu le départ. On a toujours, la Ferrière a toujours eu un éducateur. Donc forcément les jeunes étaient là. On avait un club 15 à 15 ans, donc c'était des objectifs. On avait déjà des objectifs il y a une trentaine d'années. Et on a eu Mathieu il y a une dizaine d'années qui est venu pour valider un petit peu les jeunes pour qu'il y en ait de plus en plus et que ça progresse. Donc on intègre les jeunes dans le truc. Et Dimitri est arrivé juste après, et on a même un service civique en plus, un apprenti, voilà. Donc c'est sur un club de 150 licenciés, c'est super important. On va revenir sur ce match face à la Romagne, Mathieu, puisque clairement vous n'êtes pas favori face à cette équipe qui est donc a remporté ces 6 matchs, 3 victoires sur le score de 8-0, une sur le score de 8-1, une sur le score de 8-2, 8-5 contre Nantes, 3e, match plus accroché. Vous, quels vont être les points sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour essayer de les faire trembler? L'ambiance d'équipe, c'est le premier point. Et puis la hargne qu'on est capable de mettre sur un match. On a une équipe qui est très orgueilleuse.
Donc là, on a su qu'ils étaient plutôt sereins, qu'ils pensaient nous battre facilement. C'est une source de motivation pour nous. Et puis, voilà, comme l'a dit Stéphane, il y a un quart qui va se déplacer là-bas. Et nous, le but, c'est de rendre fiers les gens du club. Donc, peu importe le résultat, ça sera de se battre et de leur rendre la tâche très difficile pour qu'ils montent. C'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de public à vos rencontres. Oui, en général, sur la nationale, il y a en général entre 5... Enfin, pour voir la N2 maintenant, parce que c'est l'équipe première le mieux, quoi. Enfin, voilà. Donc il y a toujours en général 100, 150 personnes, 200 personnes. Donc c'est vrai que ça motive aussi les joueurs de jouer pour les supporters. C'est important. Et donc, on le disait, dans cette équipe, il y a le jeune Axel Bossis, qui aura bientôt 15 ans, le 13 avril prochain. Il y a le petit phénomène du club de La Ferrière que vous aviez rencontré, Alexandre, il y a quelques semaines. Effectivement, on l'avait rencontré, on a eu l'occasion d'échanger avec son coach, au Krebs, et puis avec lui-même. Il nous parlait justement un peu de sa philosophie de jeu, et puis des préceptes sur lesquels il est en train de travailler, en tout cas. Et puis, c'est peut-être l'extrait qu'on va lancer. On va écouter Axel Bossis. Je suis attaquant, offensif, combattant. Je me représenterais plus comme un lion, je dirais. Parce que je suis nerveux des fois, quand j'aime pas perdre, quoi. Je pense que mon point fort, c'est le coup droit. Parce que j'ai vraiment une bonne touche de balle. Je trouve que mon placement, mes jambes, je suis vraiment réactif. Et du coup, ça me permet de prendre mon coup droit. Et après, niveau mental, je trouve que j'ai vraiment progressé. Donc mon mental commence à faire la différence aussi sur quelques matchs. Le revers, c'est plus difficile, mais c'est pas catastrophique non plus. Et ouais, sinon, je suis pas un très bon serveur, mais je sais servir, quoi. Je sers, je sais varier, je sais changer les stratégies, quoi. Là, effectivement, on a essayé de travailler beaucoup sur son revers sur ces dernières années, de façon à équilibrer un petit peu plus son jeu, parce qu'il avait effectivement tendance à attaquer beaucoup du coup droit et d'être un peu plus passif dans le revers. Donc là, ça se traduit aujourd'hui avec une aisance dans son jeu qui est beaucoup plus équilibrée. Là où on l'a vu le plus évoluer, on va dire que c'est par rapport à sa personnalité. Les jeunes qui sont dans des projets comme ça forts, qui essayent de faire du très très haut niveau, on y consacre beaucoup de temps. On est plus de 20 heures par semaine à la salle, plus l'école, c'est des semaines qui sont très chargées. Mathieu, un mot sur Axel, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce jeune ? Jeune très agréable. Voilà, c'est comme un jeune, il a des fois un peu de comportement et tout, mais ça fait partie du jeu. Non, très agréable, très poli. Je sais qu'il est vraiment adoré au niveau du club. Souvent, on parle des jeunes qui sont bons, ils ont la grosse tête, machin. Axel, il n'est pas comme ça. Il arrive à la salle, il dit bonjour à tout le monde. Il s'entraîne avec tout le monde. Là, cette semaine, il était avec nous, du coup, il est à l'Open de Belgique. Il s'est entraîné avec tout le monde. Enfin, voilà. Non, vraiment très, très agréable et c'est bien de l'avoir au club. Arthur, en tant que coéquipier ? Moi, j'ai la particularité de jouer en double avec lui. On a commencé à jouer en double l'année dernière. Début compliqué. On a perdu 3 matchs de suite. On a remis les choses à plat. On a discuté. Et là, ça va faire 8 matchs qu'on est invaincus. Donc, très agréable de jouer avec lui. Franchement, c'est top. Hein. Mais il est trop fort. Il est trop fort, il n'y a rien à dire. Voilà. Stéphane, vous êtes content aussi d'avoir cet élément. C'est exactement ça. Après, moi, je l'ai vu, même en le voyant pas souvent, c'est vrai que je l'ai vu progresser par rapport à l'année dernière, où je l'avais joué 2-3 fois en tournoi, et j'ai dit, bon, je peux encore le battre, hein, c'était juste limite. Là, maintenant, je pense que il est passé bien loin devant moi, et puis je pense qu'il va passer Mathieu dans pas longtemps. Donc, Il est actuellement 357e au classement national. Mathieu, vous êtes 247, vous avez une centaine de places encore. Mais bon, ils n'ont pas le même âge non plus, hein, donc... Comme moi avec eux, quoi. Je l'ai gagné cette semaine à l'entraînement. C'est important à dire. Alors évidemment, un jeune comme ça qui progresse autant, qui gravit les échelons, on s'imagine qu'il ne va pas forcément rester toute sa carrière à La Ferrière. Est-ce que vous savez déjà ce qu'il pourrait faire l'année prochaine ? Est-ce que par exemple une montée en N1 pourrait jouer dans sa décision ? Pour l'instant, de ce qu'on sait, parce que c'est un petit peu aussi le Pôle France qui oriente la stratégie par rapport à ça, c'est que quoi qu'il arrive, normalement l'année prochaine, il sera encore parmi nous. D'accord. Maintenant, c'est pas encore certain, il reste encore 2-3 mois de saison, donc ça peut changer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un an, si on n'est pas en N1, avec vraiment une équipe qui est sûre de rester en N1, il faudra qu'il parte, et c'est normal par rapport à son évolution, et ça veut dire qu'on aura réussi aussi à l'emmener à ce niveau-là, au niveau du club, donc ça sera une belle réussite, quoi qu'il arrive. Ah bien. On va passer maintenant à l'entretien de 85 chrono. Et on parle rugby maintenant, Alexandre, puisque vous avez rencontré l'un des 2 entraîneurs
du Rugby Club Sablé. Exactement, direction les Sables d'Olonne et le stade de la Rue de Lierre pour y rencontrer Benjamin Chaupe qui entraîne cette équipe première du RCS avec Julien Chastanet, son ami de toujours. Alors les choses sérieuses commencent dès ce dimanche avec les 32e de finale et un déplacement face à Blaye. Et après 2 échecs consécutifs à ce stade des phases finales, les Sablés entendent bien passer le cap, l'ambition, très sûrement une montée en Fédéral 2, mais le coach Sablé ne veut pas griller les étapes. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans l'entretien. Bonjour Benjamin Chaupe. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est chez vous au Rugby Club Sablé, plus particulièrement au stade de la Rue de Lierre qui est juste à côté de nous. Alors vous êtes l'entraîneur évidemment du RC Sablé, une fonction que vous partagez Benjamin avec Julien Chastanet. Et l'équipe première, elle s'apprête à disputer ce week-end les phases finales de Fédéral 3. Vous attendiez de connaître votre adversaire. Ça y est, on le connaît désormais depuis ce lundi. Vous allez affronter le stade Blayais Rugby Haute-Gironde pour ces 32e de finale de Fédéral 3. Un mot peut-être tout d'abord Benjamin sur cette équipe qui a terminé, elle, 4e de son groupe cette saison. Oui, c'est une équipe qui a terminé 4e, mais aujourd'hui, on ne sait pas beaucoup plus par rapport à cette équipe, sachant qu'on l'a su très récemment, donc que lundi. Maintenant, nous, on se focalise beaucoup plus sur nous. Ils ont fait une très belle seconde saison, où ils ont seulement 2 défaites et un match nul. Et on a vu aussi que sur le match de barrage, ils ont quand même réussi à gagner 30 points face à Jetmo. Donc je pense qu'eux sont prêts pour les phases finales. Il y aura ce match aller, donc ça c'est dès ce dimanche 28 avril à 15h en Gironde. Et puis le retour, dans 10 jours maintenant, ce sera ici au stade de la Rue de Lierre. Alors vous disiez que c'était pas si facile que ça de préparer une rencontre comme celle-ci, mais est-ce qu'on va quand même chercher quelques clés? On essaye d'avoir des informations sur une équipe qui n'était pas dans votre groupe non plus cette année. Oui, on essaye d'avoir quelques informations, mais après on se base beaucoup plus sur nous, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait faire. On préfère se concentrer réellement sur notre jeu à nous et la façon dont on sait faire les choses pour essayer de les faire bien. Là, on a eu la chance d'avoir 2 semaines justement, parce que comme on n'a pas fait le barrage, on a eu une semaine qui était vraiment basée sur tout le système offensif, et cette semaine beaucoup plus sur la défense pour remettre une piqûre de rappel. Malgré qu'on ait une bonne défense, c'est important et c'est aussi ce qui nous permet de gagner les matchs. L'an passé, la saison encore d'avant, vous y étiez en 32e de finale. En 2022, donc, il y a eu cette défaite face à Versailles. L'an passé, c'était face à Vincennes, donc 2 équipes parisiennes. Est-ce que, Benjamin, l'expérience de ces 2 dernières années, elle vous a servi pour préparer ce nouveau 32e de finale? Oui, c'est un vrai plus. On a des joueurs qui ont connu les phases finales. Il faut savoir qu'il y a 3 ans, lors des premières phases finales, parce que le club, ça faisait 30 ans que le club ne s'était pas qualifié, on a réussi à toucher du bout du doigt justement ces phases finales et on est content forcément d'y être, mais on est aussi beaucoup plus aguerri et on a cette expérience des matchs passés qui vont nous permettre, je pense, d'être meilleurs sur ce match-là. Ça sert forcément d'avoir des anciens dans l'équipe qui ont vécu ces moments pas toujours simples. L'an dernier, ça s'était joué à 2 points sur le score cumulé des 2 matchs contre Vincennes. C'est marquant et donc forcément, ça permet à un groupe d'encore s'étoffer sur une année comme celle-ci. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on s'est préparé cette année pour justement ne pas revivre cette tristesse que l'on a eue lors de la saison passée, parce que Vincennes était une équipe accessible. Maintenant, c'est essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs et se servir justement de cette expérience pour avancer et être bien meilleur. Ouais. L'objectif affiché, Benjamin, il est clair, c'est de passer ce 32e de finale, match aller, match retour. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et est-ce que on peut dire que la saison ne serait pas réussie s'il n'y avait pas de montée? Ou comment est-ce que vous voyez ça? Je le vois beaucoup plus à court terme. Et c'est ce qu'on a fait cette saison, notamment avec chaque match. À chaque fois, on regardait le match qui arrivait plutôt que de se projeter sur d'autres choses qui sont aujourd'hui non maîtrisables. Parler d'un 16e ou d'une montée, aujourd'hui on ne le maîtrise pas parce qu'on n'a pas encore joué Blaye. C'est plutôt regarder droit devant, et droit devant aujourd'hui c'est Blaye. Le match aller là-bas, le match retour, parce qu'il y a 2 confrontations, et les réussir pour accéder au 16e. Mais voilà, n'oublions pas qu'il y a le 16e avant. On le rappelle, il faut justement accéder au moins à un 8e de finale, c'est ça pour monter en Fédéral 2. Donc vous ne l'avez jamais dans un coin de votre tête, ça reste vraiment un objectif à plus moyen terme sur cette fin de saison. C'est ça. C'est plus loin. On l'a tous en tête, forcément. Ça serait mentir ou même étonnant qu'on ne puisse pas penser à aller plus haut. Mais on sait aussi, les années passées, on avait cette envie-là, ça n'a pas réussi. Restons terre à terre. Aujourd'hui, on sait où on est. On est en 32e. On va essayer de bien le préparer pour le gagner et ensuite rêver un peu plus haut. Mais voilà, c'est d'abord 32e.
Alors Benjamin Chaupe, vous allez aborder ces phases finales après une saison qui a été plutôt remarquable, en tout cas en Fédéral 3 du côté du RC Sablé. Vous terminez premier de votre groupe avec 16 victoires, un match nul, une défaite, 82 points au total. C'est simple, aucune équipe ne fait mieux que vous sur les 180 qui sont engagés en Fédéral 3. Comment est-ce que vous expliquez ces performances tout au long de la saison et des performances surtout très régulières ? Mais je pense que c'est le travail de plusieurs saisons en fait, qui commence à payer, parce qu'on a parlé de 3 ans, mais en fait ça fait 5 ans avec Julien qu'on est manager du club. C'est un travail qui est fait sur du long terme, avec l'ajout de joueurs d'expérience, mais l'ajout de jeunes joueurs, qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette unité au sein de ce groupe qui nous permet de gagner les matchs et d'avoir envie de continuer à gagner et chercher à aller plus loin. Parce qu'il y a plusieurs records aussi qui sont tombés cette saison, 10 victoires consécutives notamment, un carton contre la Baule 101-3 début octobre 2023. Jamais le club n'avait passé la barre des 100 points. Est-ce que vous pensez, Benjamin, que pour votre 5e, c'est la plus réussie au RC Sablé ? Oui, clairement, c'est... faut dire ce qui est, cette saison est magnifique d'un point de vue comptable. Ça valide le travail qui a été effectué et qui a été fait. Des sacrifices aussi des joueurs, que ce soit professionnel ou même familial. Mais aujourd'hui, c'est un titre honorifique. Donc on en est content, c'est une récompense, mais c'est que honorifique, on n'a rien gagné, on n'est pas monté, on n'est pas champion. Donc voilà. Mais on en est très content et maintenant on est gourmand et on en veut plus aussi. Voilà donc pour cet entretien avec Benjamin Chaupe. Alexandre, on vous redonne la main pour les autres rendez-vous sportifs du week-end. Et deuxième volet de votre agenda avec en premier lieu plusieurs confrontations en handball en National 1 féminine. La saison s'approche de son terme, 20e journée, encore 3 rencontres à disputer. La Roche-sur-Yon, deuxième, reçoit la Lanterne Rouge Tardette. Ce match lancé à 20h30 samedi soir à la salle Omnisport. L'équipe réserve de la Roche-Vendée Handball évoluera elle aussi à la maison ce week-end, mais le lendemain, dimanche à 14h, les Lyonnaises, bonne dernière de leur groupe, seront opposées à Vierzon pour ce qui sera là aussi la première des 3 dernières rencontres de la saison. Double ration de hand, aussi double rendez-vous de volleyball ce week-end. Le premier, c'est à 13h dimanche à la Halle des Sports de Boufféré. Déjà condamné à la relégation en pré-national, le groupe d'Hugo Moussion tentera de soigner sa dernière à domicile en recevant Tours. Une rencontre pour la 21e et avant-dernière journée. Et puis à la suite de cette rencontre, place là aussi à l'avant-dernier match de la saison en N3 masculine pour Montaigu-Vendée Boufféré. Les joueurs de Rallye de Satour pourraient valider leur maintien en cas de succès face à Tarascon. C'est à suivre à partir de 16h. En cyclisme, le Vélo Club de Montaigu organise ce samedi la course de l'Herbergement, épreuve réservée aux catégories Access 1, 2, 3, 4 et Open 3. Départ dès 14h du boulevard des Marchandises. Le lendemain, dimanche, le Vélo Club Herbreté organise cette fois la course de Saint-Paul en Paré pour les Open 1, 2, 3 et les moins de 15 ans. Masculin et féminin, lancement des courses en début d'après-midi de la rue du Prieuré. Rendez-vous sur la côte atlantique samedi toute la journée pour un événement de char à voile, le Why Not, l'occasion d'essayer de nouveaux supports comme le bloc kart, le wingsail en plus des classes 5 et bien d'autres. Ça démarre dès 10h sur la grande plage de Notre-Dame-de-Mont et puis toujours sur la côte atlantique, eux prendront le départ dimanche de Lorient à bord de leurs 60 pieds, destination New York pour la première course IMOCA de la saison 2024, The Transat CIC, la première aussi des 2 dernières courses qualificatives pour le prochain Vendée Globe. Et puis enfin, comme toujours, l'épilogue de ce soir nous emmène sur de la course à pied. Seul et unique rendez-vous programmé en Vendée, c'est celui de la course des 2 plages à Bretignolles-sur-Mer. 2 courses programmées à partir de 16h ce samedi. Et j'en profite pour annoncer d'autres événements un peu plus tard qui concernent le club de tennis de table de la Ferrière. Lundi 20 mai, titre de Vendée senior qui se joue donc au complexe sportif. Et puis un peu plus tard, le 29 juin, le concours des 3P que vous organisez. 3P pour ping-pong, pétanque et palais. Voilà, c'est une compétition donc avec 3 sports. Allez, on termine avec le quiz. Allez, Alexandre nous a préparé quelques questions, messieurs, autour du tennis de table, bien sûr. À vous d'être le plus rapide à donner la bonne réponse. Très vigilant, là, attention. Question plus facile, peut-être, pour commencer. Quelle équipe de la région des Pays de la Loire a fait tomber Nîmes-Montpellier, emmenée par les frères Lebrun ? La Romagne. Début février. C'est Mathieu qui a gagné. Exactement, l'équipe première de la Romagne. Alors, ces dernières années, face à quelle maladie le ping-pong a-t-il déjà montré qu'il pouvait apporter certaines vertus ? Alzheimer. La réponse collégiale. Tout à fait, en prévenant et en préservant certaines capacités cognitives. Il y a un club d'ailleurs en Vendée qui est Esnay, oui, qui a un programme qui a des compétitions Alzheimer. Et on les avait suivis il y a quelques mois. Voilà, tout à fait. Allez, quelle place occupe Simon Gauzy actuellement au classement mondial ? 23e. Ah oui, bonne réponse. 23e, alors là, c'est tac au tac. Félix Lebrun ? 6e. 6e, effectivement. Allez, quel événement du côté de chez vous était organisé à La Ferrière le 2 mars dernier ? Un événement sportif. 2 mars. Qu'est-ce qu'il y a très traditionnel. C'est un truc sportif ? Ouais, c'est sportif. Oui. C'est sportif.
C'est vendéen. C'est vendéen. Une randonnée ou le concours Palais. le concours Palais. Bah oui. Pas n'importe lequel. La deuxième édition de l'Open régional féminin de Palais. C'est vrai, exact. L'année dernière. Une dernière. Avec la même qui a gagné, je crois, l'année dernière, et elle a gagné cette Oui, année aussi. il conservait son exact, titre, oui. effectivement. Oui, Et puis la dernière, si on parle des championnats du monde 2023, sur les 5 titres en jeu, combien ont été remportés par la Chine? 5. Ah oui. 5. Voilà, je pense que vous êtes sur une égalité parfaite. Voilà, bravo. Bravo, Merci. très beau quiz, merci beaucoup messieurs. Merci. Et bien sûr, on vous souhaite un très bon match le 4 mai pour l'équipe 1 à la Romagne, également pour l'équipe 3 face à Paris 20, et on suivra ça de très près. Merci Alexandre. Sur rien. On vous retrouve lundi pour 85 chrono. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à tous.